Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Tupu-Chambert, je suis Art Advisor. Dans le premier épisode de la saison 7, il y a 3 mois, j'ai formé un vœu, celui de tendre le micro à celles et ceux sans qui le marché n'existerait pas, les artistes bien sûr, dans le cadre de la série Rencontres, initiée il y a maintenant je crois 2 saisons, et dans laquelle je souhaite donner régulièrement la parole à des acteurs du monde de l'art afin d'échanger avec eux sur leur parcours, leur métier, comme leur perception du marché de l'art, du fait de leur pratique. Et surtout, à chaque fois, je souhaite mettre en avant une vraie personnalité dans le sens qu'elle a marqué ou va marquer de son empreinte le monde de l'art. Alors, chose promise, chose due, et vous allez voir que je fais le lien avec mon introduction. À l'occasion d'un récent vernissage à Paris, j'ai retrouvé un artiste qui m'avait déjà particulièrement interpellée il y a de cela une dizaine d'années et qui, du fait notamment de son actualité, illustre vraiment les évolutions structurelles du marché de l'art depuis 3 ans, mais évidemment pas que. Car Thomas Henriot est un artiste itinérant au sens de ce que rappelle Alain Bonnet et de l'illustration de la figure de l'artiste voyageur qui arpente les routes et multiplie les déplacements afin de renouveler les sujets et les caractéristiques stylistiques de son art. Mais pas que, parce que c'est un artiste aussi qui, au-delà de son talent et de sa technique, du dessin à l'encre de Chine sur papier éternel, comme le papier coréen, a la faculté presque innée de transcender son acculturation à chaque enjambée géographique et culturelle. Je vous laisse alors découvrir la richesse de son voyage entrepris depuis 20 ans, comme sa vision en vous invitant à la rencontre de son art et de sa technique qu'il déploie aux 4 coins de la planète et surtout de ses sources d'inspiration comme de ses réalisations que vous avez actuellement la possibilité de découvrir à Paris, alors que Thomas Henriot est depuis quelques années en résidence en Inde. Il est un rituel dans cette série Rencontres déjà, à savoir de commencer l'échange avec mon invité par une question. Alors je la pose à Thomas, un peu à distance, malgré le fait qu'on se rencontrait à Paris il y a quelques jours. Thomas, est-ce que tu te souviens de notre première rencontre et peut-être alors des circonstances de celle-ci ? Chère Marion, je me souviens très bien, je crois, de notre première rencontre qui a eu lieu à Art Paris en 2017 sur le stand de la galerie Christophe Tailleur qui présentait un solo show de mon travail essentiellement à la Havane. Et puis de cette première rencontre où il semble que tu aies été touché par ma proposition qui était cette série de dessins à la fois en noir et blanc et en couleur tout au fil de la Havane et de cet hommage à Reynaldo Arenas. Effectivement, vous m'aviez formulé cette proposition de partir en résidence à Banjul Station chez Barthélemy Togo. Proposition que j'ai acceptée avec enthousiasme. Et donc quelques mois plus tard, je pars pour le Cameroun, pour les hauts plateaux du Cameroun, et je me retrouve à Banjul, dans ce lieu à proprement parler extraordinaire. Et j'aurai la chance pendant 5 semaines de travailler sur une pièce monumentale composée de 13 dessins et d'un rouleau d'écriture qui est une sorte de glose, de commentaire sur le déroulement de la création de l'œuvre. En l'occurrence, je travaillerai au 3e étage du musée de Barthélemy Togo, dont j'aurai la joie de faire la connaissance. Et dans cet angle de verre, à un moment de saison des pluies, je vais déployer un immense paysage de la forêt, des villages alentours, avec une succession quasiment infinie de différents plans qui vont nous amener à nous perdre dans ce paysage
Donc bien évidemment toujours à l'encre de Chine et au pinceau sur des séquences de 10 heures par jour. Et effectivement, ce séjour au Cameroun, ayant travaillé depuis bien des années, à la fois en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, j'étais bien sûr ravi également de la richesse des échanges avec Barthélemy, mais j'étais bien sûr ravi de cette nouvelle exploration qui a donné lieu à cette pièce monumentale que je continue à présenter dans certaines expositions un peu partout dans le monde. Merci Thomas pour ce flashback d'il y a presque 10 ans maintenant. Et oui, effectivement, j'avais été très impressionnée par ton travail déjà, que m'avait présenté notre ami commun, Christophe, l'un de tes galeristes de l'époque, et pour lequel j'avais pensé effectivement, puisqu'on avait déjà parlé de tes projets de résidence à l'étranger, d'initier peut-être une résidence effectivement à Bandung Station. Projet artistique et culturel extrêmement innovant sur le continent africain qu'a initié Barthélemy Togo il y a de ça maintenant de nombreuses années. Alors déjà à l'époque, effectivement, tu avais des sources d'inspiration et notamment évidemment Reinaldo Arenas, que tu viens d'évoquer. Et est-ce que tu pourrais développer ce qui, dans le travail de Reinaldo Arenas, finalement, t'a particulièrement touché ? Et oui, donc Reinaldo Arenas, c'est une grande histoire dans l'histoire de mon travail. En 2000, je vais découvrir le film de Julian Schnabel, qui s'appelle Avant la nuit, basé sur l'autobiographie de Reinaldo Arenas. Et je découvre cet auteur avec une grande émotion. C'était cet auteur cubain, homosexuel, anticastriste, qui va être persécuté par le régime, emprisonné, qui va s'échapper plusieurs fois et dont les écrits, même lorsqu'il était en prison, vont être publiés à l'étranger, notamment en Espagne et au Mexique, par le couple Jorge Camacho et Margarita Camacho, dont par ailleurs je deviendrai très proche. Et puis en 2009, j'écris un projet afin de rendre hommage à cet auteur qui définitivement me bouleverse et de me rendre à La Havane sur des lieux où il a vécu et travaillant sur des motifs obsessionnels récurrents dans toute son œuvre. Et puis, ma vie personnelle va faire que je vais finalement rester à La Havane en une série d'allers-retours pendant une quinzaine d'années, pendant 6 mois de l'année, puisque je n'interromprai pas mes voyages en d'autres géographies, mais je vivrai littéralement à Cuba pendant 15 ans. Et puis, dans cette circonstance, Reinaldo Arenas va devenir une sorte d'alter ego, un personnage avec lequel je vais dialoguer à travers les séries de dessins. Et puis, bien sûr, pendant cette période, travaillant à La Havane, l'écrivain ayant quitté Cuba à l'occasion de l'ouverture du port de Mariel en 1980, se retrouve en exil à Miami, puis à New York. Et donc je commencerai une série d'allers-retours à New York afin de faire vibrer mon travail de dessin à La Havane avec des dessins à New York, également sur les lieux où Reinaldo Arenas a vécu. Donc cet aller-retour durera plusieurs années et donnera lieu notamment à une exposition importante au Clemente Soto Vélez à Manhattan, La Havane, New York, à travers Reinaldo Arenas. Donc effectivement, comme c'est souvent le cas, c'est le cas sur un autre projet concernant James Baldwin, également à New York, mais comme c'est souvent le cas, la littérature va venir donner une vraie impulsion, avoir une prégnance très forte sur le choix des endroits et des sujets auxquels je vais m'intéresser. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Thomas, sur cette source d'inspiration qui a été pour toi Arenas, parce que ça a finalement dessiné ton parcours du monde,
Et on le voit des années plus tard, quand ce petit garçon que tu as été, né à Besançon, a choisi de faire les écoles des beaux-arts et ensuite d'aller vers le dessin. Il fallait forcément qu'à un moment ou à un autre, il y ait une forme de coup de baguette magique qui t'oriente et surtout qui te permette cette itinérance aussi prolifique et précieuse en termes de collaboration aux quatre coins de notre planète. Alors lorsque j'étais très jeune, ma marraine m'a offert un ouvrage sur Henri Matisse, qui a été une forme de révélation absolue pour moi, puisque je me souviens très bien que feuilletant cet ouvrage, au fur et à mesure des pages qui s'égrenaient devant moi, il est devenu absolument évident que je voulais être cela, je voulais être peintre. Concernant la genèse de mon travail, et mon berceau bisontin, effectivement, je suis né à Besançon en 1980. J'ai vécu dans un village alentour, à la campagne, et en fait, dès mon plus jeune âge, j'ai eu un goût marqué, voire une obsession pour le dessin. Qui venait sous forme notamment de carnets de croquis où j'allais, après des dessins très imaginaires, j'allais commencer à croquer le monde qui m'entoure. Et puis il se trouve que je suis issu d'une fratrie de 4 enfants et ma sœur aînée était passionnée de littérature et faisait à cette époque Cagne et Hippocagne, et donc j'avais accès à toute sa bibliothèque. Donc très jeune, j'ai commencé à lire vraiment des grands auteurs sans tout comprendre, mais en tout cas en m'imprégnant de ces mots, notamment ceux de Sartre, ceux de Baudelaire. Voilà, et j'ai été tout de suite, j'ai mis en relation ce qui se passait entre les mots et le dessin. Et puis, bien sûr, dans cet univers provincial, je nourrissais des grands rêves de voyage en observant du fond du jardin les avions dans le ciel. Et puis, il se trouve qu'en 1998, j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon bac et de décrocher l'entrée aux Beaux-Arts, et j'ai participé à un voyage au Liban, à Beyrouth, où j'animais des ateliers de peinture pour des enfants déplacés du quartier de Nabaha, dans la ville de Beyrouth. Et en fait, cette arrivée à Beyrouth a été totalement bouleversante. Cela résonne malheureusement avec ce que les Libanais sont en train de vivre aujourd'hui même. Mais c'est vrai que cette ville qui portait les stigmates d'une guerre ultra violente m'avait laissé totalement interloqué. Et puis, c'est là où j'ai commencé à dessiner dans la rue, dans l'espace public. Et je me suis rendu compte des réactions que ça provoquait, d'une immense bienveillance autour de moi. Et surtout, cela interrogeait ma position d'Européen en voyage. Qu'est-ce que j'y faisais et surtout qu'est-ce que j'avais à donner. Et je me suis rendu compte que le geste du dessin, lisible par n'importe quelle culture, était l'occasion d'un échange extraordinaire. Dessinant l'environnement des habitants, je le faisais exister à ma façon, et c'était une manière pour moi de partager ma présence d'étrangers comme un révélateur de leur contexte. Donc ça, c'était un moment absolument essentiel. Et à partir de là, il m'a semblé évidemment que le monde s'était agrandi et que je devais commencer à désapprendre tout ce que j'avais appris auparavant en faisant l'expérience par moi-même de ce monde. Ce qui m'a amené à travailler plusieurs fois à Beyrouth, bien sûr, mais c'est là aussi où j'ai commencé à travailler en Afrique du Nord, au Maroc, puis en Afrique de l'Ouest, au Togo, et bien sûr, ce mouvement, toujours pris dans un dessin de plus en plus présent, m'a amené
de manière inévitable à poursuivre ma quête un peu partout dans le monde, et notamment au sortir de mes études à l'Institut supérieur des Beaux-Arts à Besançon, à choisir de partir pour la première fois en Inde, car j'avais la volonté de vérifier si, une fois diplômé, le dessin pouvait réellement être l'axe central de mon existence. Je ne savais pas que pour toi, l'Inde, c'était déjà une aventure d'années. Donc, heureusement qu'on a eu cet échange. Alors, ça a été l'une de tes premières rencontres littéraires, mais finalement, ton parcours a été jalonné de rencontres très impactantes, puisqu'elles ont été en quelque sorte des milestones, des petits cailloux sur ta route pour te guider. Alors les rencontres marquantes, elles sont nombreuses. Elles commencent par la rencontre dans le cadre de ma première série d'expositions en Inde en 2004-2005. J'ai la chance de rencontrer Henri-Claude Cousseau. À ce moment-là, directeur des Beaux-Arts de Paris, qui manifeste une curiosité pour mon travail, et puis qui va nourrir avec moi un dialogue sur la démarche de création jusqu'à aujourd'hui. Alors, ces rencontres, elles sont fondamentales. En l'occurrence, elles ont lieu conjointement avec la rencontre du photographe Ferrand Ferranti, dont je découvre évidemment très jeune l'œuvre et la démarche, qui bien sûr va être extrêmement inspirante pour moi, puisque c'est quelqu'un qui travaille en des allers-retours incessants dans des géographies du monde qui lui sont importantes et qui vont lui permettre de tisser le fil de son récit. Donc, bien sûr, ces rencontres, autant Henri-Claude Cousseau que Ferrand Ferranti vont devenir comme deux anges gardiens, chacun l'un à côté de moi, avec lesquels je vais avoir un échange récurrent jusqu'à aujourd'hui. Je dois évoquer bien sûr la rencontre avec Tina Bloch, également à Art Paris en 2017, qui va donner lieu à une collaboration assez longue entre nous. Tina Bloch va m'inviter avec d'autres artistes à prendre part à son projet La Ville-Mère, qui rend hommage aux bains pompéiens sur le modèle des bains pompéiens, les bains de 1923 de Deauville, où je vais faire un travail de dessin. Invité en résidence chez elle, je vais faire un travail de dessin sur le motif. Et ce travail, accompagné du travail des autres artistes, photographes, va faire l'objet de plusieurs expositions à Paris. Et également, ce qui est important, c'est que grâce à Tina Bloch, je vais pour la première fois entrer dans une collection publique, celle du musée des franciscaines de Deauville. Merci de nous avoir illustré que tu es aussi un artiste devenu institutionnel, puisque tu appartiens à des collections publiques en France et ailleurs, et que tu collabores très souvent avec des fondations privées, et notamment l'une d'entre elles, qui depuis quelque temps maintenant t'accompagne, notamment dans ton expérience artistique en Inde. Bien sûr, la fondation Basu, qui m'invite de manière récurrente en Inde et soutient mon travail depuis plus de 15 ans. Et puis, bien sûr, dès 2009, je commence à collaborer avec des galeries qui vont soutenir mon travail, donc la galerie Caroline Vacher, puis la galerie Céline Moine à Lyon, qui aura une importance assez cruciale dans son mode de travail nomade, qui résonne particulièrement avec ma façon de travailler. Il y aura la galerie Christophe Tailleur à Strasbourg, puis la galerie Sandra Bloom à Strasbourg, la galerie Inox au Brésil, et enfin la galerie Hug à Lyon.
Voilà, donc évidemment, dans le chemin d'un artiste qui fait le choix de ne se dédier qu'à son travail de création, il faut bien sûr pouvoir vivre. Donc évidemment, la confiance de ces galeries joue un rôle majeur dans le développement de mon travail. Est-ce que tu peux, Thomas, revenir sur ce que tu m'as raconté, qui était à l'initiative de ton actualité aujourd'hui en Inde, et donc cette rencontre aussi profondément marquante qui a permis la réalisation d'une œuvre exceptionnelle. Alors concernant le projet de tissage au fil d'or en Inde sur lequel je travaille depuis plus de 2 ans, effectivement, sur une proposition de Cédric Brochier, je ai invité par la fondation Basu intéressée au projet. Je me retrouve en résidence en Inde à Calcutta, Jodhpur, Jaisalmer, Benares, où je vais réaliser une série d'encre sur papier destinée à être traduite en ce qui est la meilleure technique du monde en termes de tissage au fil d'or. Donc ce qui me permet moi de travailler évidemment dans ma pratique obsessionnelle du dessin, mais avec cette idée de tissage dans l'esprit. La rencontre avec Cédric Brochier, elle est fondamentale bien évidemment parce qu'il me permet de prolonger mon geste de peintre d'une manière extrêmement naturelle qui arrive vers le textile. Et où là, on est vraiment entre un savoir-faire ancestral d'origine d'Asie et puis une haute technologie, puisque les pièces sont tissées sur un métier à tisser haute technologie, et que donc c'est une technologie d'innovation. Tout cela grâce à l'invitation de la fondation Basu à Calcutta. Donc là, c'est monsieur Abhishek Basu, qui, je le disais, met en valeur mon travail depuis très longtemps en Inde et pas seulement, et puis qui m'offre des conditions de réalisation du travail et un accès à des lieux patrimoniaux, notamment à Calcutta, mais aussi au fort de Jodhpur, Jaisalmer. Donc le travail se fait de plus en plus en équipe avec des affinités et des amitiés qui vont se poursuivre dans le temps et aboutir à des réalisations très concrètes et me permettre à moi vraiment de prolonger mon geste à travers ces différentes collaborations. Donc j'apprends aussi que c'est après ta formation aux Beaux-Arts que tout de suite ton regard s'est porté vers l'Asie, alors que tu vois 20 ans plus tard c'est devenu pour le marché de l'art et pour certaines destinations comme bien sûr l'Inde, mais aussi le Japon, la Corée du Sud et plus de façon orientale, je dirais toute la région du Golfe, malheureusement, qui subit une actualité vraiment dramatique en ce moment. Et donc je voudrais revenir sur ces rencontres qui t'ont le plus marqué. Alors bien sûr, dans les rencontres importantes, il y a les collaborations. Il y a de nombreuses collaborations. Celle avec l'entreprise Juva Lamego au Portugal qui va traduire mes dessins sous forme de céramique. Il y a la rencontre avec la cinéaste Itziar Lemans qui va consacrer un long métrage documentaire appelé Boca Ciega autour de mon travail à la Havane. Et puis il y a bien sûr la rencontre fondamentale avec Cédric Brochier qui a lieu en 2013 à un retour de New York, avec lequel nous allons collaborer sur une série de foulards imprimés sur soie et qui quelques années plus tard va donner lieu à ce programme de recherche textile au fil d'or. Donc Cédric Brochier me propose une expérimentation de la technologie de tissage au fil d'or afin de traduire mes dessins. Donc son équipe d'ingénieurs aux ateliers Brochier Technologie à Villeurbanne vont travailler pendant 2 ans à la traduction de ces dessins en tissage de fil noir de polyester et de fil d'or. Donc, bien sûr, cette exposition qui est en cours en ce moment en Inde, qui a été inaugurée dans le cadre de l'année de l'innovation entre la France et l'Inde 2026, fait son chemin
en Inde. Elle amène une nouvelle collaboration avec la galerie Art Centrics Space à Delhi qui me représente désormais. Donc voilà, je dirais que ces rencontres sont fondamentales. On parle à la fois de galeries, de mécènes, d'institutions qui vont évidemment accompagner, mettre en valeur et presque sublimer ce travail, l'encourager, le renforcer. Il y a sans doute une rencontre pour illustrer cette formation au dessin à l'encre de Chine qui a été plus marquante qu'une autre. Est-ce que tu voudrais revenir dessus et nous raconter un peu les contours et les aboutissants de cette rencontre ? Alors bien sûr, j'évoquais la rencontre avec Henri-Claude Cousseau qui, au sortir de nos échanges en Inde, va me faire l'amitié de m'envoyer à l'Académie royale des beaux-arts de Xi'an, en Chine. Rencontre pour moi essentielle avec cette technique dont j'avais déjà l'usage, encre de Chine et pinceau sur papier, et bien sûr utilisant ces instruments et m'étant imprégné de la philosophie de cette peinture, notamment à travers les monographies de Shuta et Shitao par François Cheng. Bien sûr, ce sont des rencontres qui changent absolument tout et pour lesquelles j'ai une reconnaissance absolue. Et puis plus tard, Henri-Claude me fera l'amitié d'écrire aussi. On publiera un ouvrage d'entretien ensemble. Je voudrais, Thomas, revenir sur ce que tu es en train d'illustrer. Finalement, l'Inde a toujours été présente dans ton parcours d'artiste depuis 20 ans. Je pensais qu'en évoquant ton actualité extrêmement récente, puisque j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une photo prise avec le président Macron en Inde, était finalement un scoop. Mais le scoop, c'est la photo avec le président. Mais l'Inde, pas du tout, en fait. L'Inde, je la retrouve puisque j'y ai vécu entre 2004 et 2006 à Bénarès et que depuis là, je n'ai cessé d'y faire des allers-retours, y compris lorsque je vivais en Amérique du Sud. Et chemin faisant, nous allons bien sûr communiquer sur ce projet et grâce à Patricia Loison, qui est directrice de l'Alliance française de Delhi, nous aurons la chance de présenter le projet sous forme d'une exposition qui réunit pour la première fois toutes les pièces au fil d'or, c'est-à-dire une pièce grand format de 2 mètres sur 7 et 11 pièces d'1 mètre 40 sur 2 mètres. Pour la première fois, nous réunissons toute l'exposition à l'Alliance française de Delhi dans le cadre de l'année de l'innovation en Inde. Et puis cette exposition, elle va commencer un voyage en Inde. Elle va d'abord faire une escale à la galerie Art Centrics à Delhi au cours du mois d'avril 2026, puis fera l'objet d'une exposition personnelle de ma part à l'Indian Museum à Calcutta. Et bien sûr, l'idée étant de ramener cette exposition d'innovation en France et en Europe avec le concours de la directrice de projet sur le projet Fil d'Or, Delphine Rakhmadou. C'est pour cela que l'événement que nous avons mis en place depuis quelques jours à Paris, au 23 rue de la Boétie, cet événement qui s'appelle Meanwhile in Paris, propose une sélection de dessins et une pièce au fil d'or afin de faire le lien entre l'Inde et la France et entre les projets à venir en Inde et les projets à venir en France. Alors cette exposition au fil d'or se fait effectivement dans le cadre de l'année de l'innovation entre la France et l'Inde, avec un impact international et donc donnera lieu entre autres une rencontre avec le président Macron
qui aura la gentillesse de me remercier pour toute cette démarche. Donc c'est important parce que bien sûr on parle de l'Inde et la France, de cette coopération, de l'engagement exceptionnel d'une entreprise française, à savoir les Soieries Brochier, dans un projet d'art et d'innovation. Donc là, ce sont des dimensions au-delà de ma pratique essentielle du dessin à l'encre de Chine. Ce sont des collaborations en fait qui font vibrer ce geste et cette démarche qui opère déjà depuis plus de 25 ans dans le monde entier. Et puis, pour moi, la collaboration et la transposition de mon travail sur d'autres médiums agit vraiment comme une forme de métempsychose, c'est-à-dire le dessin change de corps, s'incarne différemment avec d'autres textures, d'autres matières, à travers des expertises exceptionnelles d'ingénieurs, de techniciens, en fait de gens qui vont s'approprier le travail et l'interpréter dans un respect absolu de ce qui moi est ma demande. Donc on est à la fois dans une interprétation mais sans jamais quitter l'âme et vraiment le corps de ce qui constitue mon travail. Tu es donc en première place pour t'exprimer sur les différentes évolutions du marché de l'art international et notamment dans les pays du Global South, c'est-à-dire cette variété de pays qui n'ont pas forcément des points en commun, tels que la Chine, l'Inde ou des pays plus petits comme Cuba, où tu as passé nombre d'années, mais qui désignent surtout une revendication croissante pour faire entendre sa voix, y compris dans le monde et le marché de l'art. Est-ce que tu pourrais évoquer ce que tu perçois de leur évolution, Thomas ? Concernant l'évolution du marché de l'art, particulièrement l'art contemporain du Global South, bien sûr j'ai les deux pieds dedans. Parce que mon choix de travailler en Inde, bon, c'est un choix qui n'est pas récent. Hein. C'est un pays qui m'inspire de nouvelles œuvres et de nouvelles séries d'œuvres en permanence. Simplement, effectivement, vivant à La Havane pendant une quinzaine d'années et dans une profusion de créations jouissive, bien sûr, je me heurte au problème du marché, puisque le marché là-bas étant si confidentiel, malgré les expositions que je vais y réaliser, en fait, je n'arrive pas à atteindre au marché à La Havane. Et puis, dans ce désir de retour en Inde qui se concrétise dans ce projet au fil d'or pour des raisons de sens évidents, hein, on fait la route de la soie à l'envers. Et bien sûr, on imagine qu'il va y avoir un écho particulier dans ce pays où justement le marché de l'art est en pleine montée, voire en plein apogée. Donc, ce qui me donne la chance d'être représenté sur les foires internationales India Art Fair et Art Mumbai. Alors, dans un projet aussi ambitieux et aussi coûteux que celui du Fil d'Or, évidemment, on ne peut opérer sans penser aux investisseurs et aux actionnaires de la société Brochier Soieries en retour de engagement, il faut aussi travailler sur un retour un retour économique. Et donc en l'occurrence, ayant participé là à India Art Fair en février dernier, j'ai pu vraiment prendre conscience du dynamisme et de la force de ce marché et mesurer le privilège d'y prendre part. Puisque en tant qu'artiste étranger, il est particulièrement difficile d'être représenté par des galeries indiennes et d'installer un marché là-bas, ce qui est en train de se produire pour moi, mais a fait l'objet évidemment d'un travail tout au cours de ces 2 ans de préparation de projet. Tu as raison, Thomas, de rappeler l'importance des galeries. Au-delà de l'exposition des œuvres, elles soutiennent profondément et souvent elles sont les premières
à permettre la production des œuvres des artistes. Alors dans ce podcast que j'ai souhaité en direct du marché de l'art, il est vrai que j'évoque aussi, à travers les épisodes, certaines actualités du marché de l'art et certaines font vraiment résonance avec ton actualité. Tu veux bien nous en parler, Thomas ? Comme tu le sais, Marion, quand je suis sorti des Beaux-Arts il y a une vingtaine d'années, on ne nous apprenait pas du tout tout ce qui concernait le marché de l'art. Donc on sortait diplômé et il fallait véritablement que l'on invente une manière de travailler. Alors ne vivant que de la vente de mes œuvres, puisque j'ai choisi de me consacré très vite entièrement à mon travail, j'ai été rapidement confronté à ces questions de marché. Et puis, comme ma démarche était basée sur ce nomadisme, j'y ai été confronté en France, mais bien sûr dans plusieurs pays. Et puis, j'ai commencé à travailler avec des galeries, avec un certain marché en France. J'ai commencé à vendre des œuvres et puis bien sûr, parallèlement, j'étais toujours énormément à l'étranger, notamment en Inde et au Brésil. Et j'ai découvert donc qu'en plus des affinités qui me liaient à certaines géographies, je pouvais m'intéresser au marché. Alors ce fut le cas notamment à Rio de Janeiro, où des expositions institutionnelles ont donné lieu à des collaborations avec des galeries. Et par exemple, Rio de Janeiro, dans les années 2010, je découvre une grande force du marché. Je vais vendre énormément d'œuvres à ce moment-là. Ce qui me permet, par rapport à mes séjours en France, de stimuler mes collectionneurs. C'est-à-dire que dès lors que je suis ailleurs, je m'adresse à un autre marché. Je laisse en quelque sorte mes collectionneurs en France. Et puis évidemment, lorsque je reviens, il y a une forme d'appétit peut-être pour des œuvres qui viennent d'être créées. Alors concernant l'Inde, qui est dans mon ADN depuis plus de 20 ans, pour des raisons d'affinité, de sens de mon travail. Évidemment, je découvre aussi que le marché, notamment en ce moment, est extrêmement fort, extrêmement stimulé. Lors de ma dernière collaboration avec les soieries brochiers, lorsque nous décidons que le motif des dessins qui serviront à partir d'images digitales de ceux-ci, qui serviront de motifs au tissage au fil d'or haute technologie, qui font l'objet d'une exposition qui se déplace en institution et en galerie en Inde en ce moment. Bien sûr, cette idée de dessiner en Inde est une chose. L'autre est, décidant de ramener l'exposition à Calcutta et à Delhi, nous savons aussi qu'on est dans un moment où le marché est très puissant en Inde. C'est-à-dire que, ayant la chance désormais de travailler et d'être représenté par la galerie Art Centrix à Delhi, par Monica Jain, immédiatement on va commencer à vendre des œuvres. Et c'est ainsi que notre collaboration textile également s'exporte plus facilement en Inde, parce que nous savons que les perspectives de marché sont possibles, que de riches collectionneurs sont à l'affût. Ayant participé en février dernier à India Art Fair et étant présent sur la prochaine édition d'Art Mumbai, je peux vraiment constater à quel point il y a un appétit très fort en ce moment en Inde. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un dynamisme extraordinaire des artistes indiens qui produisent un travail absolument phénoménal et époustouflant. Et de l'autre côté, bien sûr, il y a des collectionneurs fortunés, voire très fortunés,
qui sont vraiment en recherche d'œuvres d'art, de nouvelles formes d'œuvres d'art, et notamment, comme on le voit aussi en France, en ce moment, le goût pour l'art textile est très prononcé. Alors on n'agit pas par opportunisme quand on travaille sur le projet au fil d'or avec les soieries brochiers, mais il se trouve qu'il y a une synchronicité de cette production avec un certain marché. Donc bien sûr, comme on a parfois peut-être du mal à l'imaginer en Europe, il y a un marché qui est très puissant en Inde et qui l'est de plus en plus. J'ajoute à cela que pour un artiste étranger en Inde, il n'est pas aisé de trouver une représentation en galerie et de rentrer dans le marché. Comme tout marché, il est protégé d'une certaine manière, et peut-être les collectionneurs sont plus réservés sur l'achat d'œuvres d'art d'artistes étrangers en Inde. Les galeries étrangères, par exemple, à India Art Fair sont présentes, mais restent minoritaires. Donc à part de grandes galeries comme Continua, où là l'activité économique en Inde semble à peu près assurée, pour un artiste français tel que moi, il n'est pas aisé de faire sa place dans ce marché. Simplement, mon histoire artistique et humaine en Inde m'a donné la chance d'avoir accès à de nombreux contacts et de travailler par exemple avec la fondation Bassou qui me représente depuis une quinzaine d'années. Dès lors que l'on commence à vendre des pièces, bien sûr, il y a une certaine confiance qui commence à naître, à s'établir. Et puis, évidemment, le charisme d'une galerie et son réseau va énormément favoriser la vente d'œuvres. Cependant, me concernant, j'ajouterais que le fait que beaucoup de mes œuvres soient fabriquées en Inde, est important dans l'accès à ce marché, parce qu'il y a une certaine lisibilité du travail possible par des collectionneurs indiens. Donc nous avons cette idée en me déplaçant entre la France, l'Europe et puis disons l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Moyen-Orient en son temps, et puis le continent asiatique, comme je le disais tout à l'heure, cela me permet de mettre en jachère en quelque sorte mon marché en France lorsque je travaille ailleurs, et réciproquement. Donc ce marché existe, nous sommes conscients qu'il est en pleine expansion, dans une vitalité extraordinaire en Inde en ce moment, ce qui me permet moi aussi d'avoir la confiance de mes partenaires européens lorsqu'on évoque l'exportation d'une exposition en Inde. Merci Thomas d'avoir partagé avec nous tous ces points de rencontre qui ont jalonné ta carrière d'artiste depuis plus de 20 ans, et surtout aussi de nous avoir permis de mettre un coup de projecteur sur cette place de marché qu'est l'Inde. Je te laisse maintenant le mot de la fin, cher Thomas, ou plutôt de le revoir, puisque même si on se voit qu'épisodiquement, je suis énormément tes actualités et tes créations sur tes posts, notamment sur ton compte Instagram. Et ben, j'aimerais qu'en guise d'au revoir, tu nous dévoiles tes prochaines itinérances géographiques, artistiques, culturelles, comme que tu reviennes sur ton actualité en ce moment qui se situe entre la France et l'Inde. Un immense merci Marion pour l'attention portée à ma démarche et pour cet échange. Donc les prochaines expositions, bien il y a l'exposition Ménois in Paris en ce moment au 23 rue de la Boétie sur rendez-vous avec Delphine Ract-Madou. Il y a le 11 avril à New Delhi l'ouverture de l'exposition au fil d'or qui, après son incarnation institutionnelle, est ouverte à la galerie Art Centric Space à New Delhi, curatée par Monica Jain.
Il y aura ensuite au mois de juin l'inauguration de mon exposition personnelle à l'Indian Museum de Calcutta. Et puis Art Mumbai en novembre. Pendant ce temps-là, et c'est bien l'objet de la présentation de mon travail rue de la Boétie en ce moment même, l'idée, bien sûr, est de ramener l'exposition en France à travers des partenaires qui vont s'engager dans ce projet également. Donc un grand merci, chère Marion. Et c'est avec grand plaisir que je te retrouve et que je continue à tirer le fil de cette démarche de dessin et de collaboration à travers le monde. Comme évoqué rapidement en introduction, grâce à Thomas et surtout à son témoignage de ses collaborations avec toutes ces influences culturelles et à travers le monde, ça me permet de revenir sur l'une des grandes tendances du marché de l'art international aujourd'hui, à savoir son déplacement vers l'Orient, avec deux hubs en particulier, l'Inde qui est devenue complètement incontournable dans cette région du monde, qui attire profondément et inspire de plus en plus d'artistes de toute nationalité et culture. Et puis, de rappeler qu'il y a vraiment de très belles qualités dans le monde et dans le marché de l'art, et sur lesquelles on n'insiste pas souvent. Et ce que je voudrais rappeler pour conclure cette série Rencontres avec l'artiste Thomas Henriot, c'est que finalement, mis à part les découvertes que l'on fait à travers le temps et nos parcours, s'il y a des points cardinaux pour se repérer dans ce monde qui est parfois opaque et qui est toujours en pleine mutation, finalement deux belles qualités, la fidélité et la curiosité, qui m'ont permis de revenir échanger avec Thomas devant ses œuvres il y a quelques jours à Paris, et puis maintenant avec vous lors de cette rencontre qui nous a paru finalement évidente. Voilà, c'était En direct du marché de l'art, épisode 3 de la saison 7, et pour la série Rencontres avec l'artiste Thomas Henriot, que je remercie infiniment de sa confiance et à qui je souhaite évidemment bon vent. Restez à l'écoute pour un prochain épisode où, comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.